L'idée ce soir, c'est de parler en fait de comment on peut améliorer les applications mobiles. Je sais pas si... Voilà, une petite animation de notre équipe. Donc merci encore à IBM de nous accueillir ce soir. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on a vu tout à l'heure une photo de Grégoire qui nous montrait les débuts de l'iPhone. Voilà, si on compare deux iPhones, un de 2007, un de 2017, on voit qu'il y a eu pas mal d'évolution quand même. Ça vous rappelle des souvenirs. Cette vidéo a été faite l'année dernière, on voit que c'est même pas le dernier iPhone, quoi. Ça va tellement vite. En fait, on se rend compte que sur les 10 dernières années, il y a eu quasiment une nouvelle version d'iOS, une nouvelle version d'Android tous les ans. Alors c'est plus que des évolutions graphiques, même si évidemment avec iOS 6 et iOS 7, il y a eu l'évolution du flat design, mais c'est surtout des évolutions, on va dire, fonctionnelles. C'est des nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. D'accord. Juste avant de commencer, donc moi je m'appelle Gianni Polito, je suis lead designer UX à IBM, aussi responsable antenne FLUPA, et j'ai notamment en fait travaillé donc depuis 10 ans avec pas mal de clients et de la région et nationaux sur des sujets de mobilité. Alors mobilité, c'est au sens vraiment large. Ça peut être des applications tablettes, ça peut être des applications smartphone, du responsive, du mobile first, etc. Et à chaque fois, il y a toujours à peu près les mêmes questions qui reviennent de la part de nos clients, surtout sur les contraintes du mobile. Ils se posent toujours la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire en mobile? Comment faire une bonne UX? Alors ça me fait toujours rire, hein, une bonne ou une mauvaise UX. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement partir de nos utilisateurs. Ça, tout le monde vous le dit, tous les UX designers vous le disent. Et si on écoutait les utilisateurs, moi j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai décidé d'aller là où nos utilisateurs s'expriment, et c'est notamment sur les stores. Et on a notamment sur les stores des commentaires comme ça, par exemple. Peu d'offres et rien d'intéressant, application supprimée. Vous voyez la violence du commentaire quand même? Et en fait, juste ce commentaire-là, ça nous pose la base de toutes les applications mobiles, l'utilité. L'utilité, c'est faire quelque chose qui va servir à nos utilisateurs, mais en fait, comment on fait pour être utile pour eux? Pour être utile pour eux, ça nous fait poser une autre question, c'est quelle est cette personne, quel est son contexte, son besoin, sa situation actuelle. Si vous avez déjà fait des applications mobiles, en général, on est plutôt dans ce cas-là. On fait quelque chose de très beau, voilà. En fait, on se rend compte que dans la vie réelle des gens, juste la météo, ça influence sur la perception de l'interface. Quand il y a du grand soleil, on voit quasiment pas nos interfaces hyper sombres. D'accord? Donc nous, en tant que designer, on a tendance à faire des beaux petits, des belles nuances de gris, des choses comme ça. Et en fait, dans la vraie vie, c'est un peu gâché. Juste la météo. Alors, je vais vous raconter une autre histoire. J'avais un train, il y a un mois, j'avais un train à 7h40. Je me suis levé à 7h20 et j'avais 15 minutes pour aller à la gare. Vous voyez un peu le contexte? Donc en fait, je me suis levé, habillé, pris ma douche, pris mes affaires, et j'ai couru de tout, à en perdre haleine, de tout mon souffle. Et en fait, j'avais besoin d'une seule information, c'est à quel quai je devais aller. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder votre téléphone quand vous courez, ça ressemble à ça, d'accord? Globalement, déjà vous voyez rien, vous cliquez à côté, vous faites des erreurs, vous êtes stressé, enfin voilà. Donc dans une situation où j'ai besoin, moi, d'aller vite, d'avoir l'information rapidement, en fait, c'est encore plus lent et plus compliqué que d'habitude. Donc on vient de voir la météo, on vient de voir ici la situation stressante. Au début, en 2007, quand on crée des applications mobiles, nos clients disaient oui, une application mobile, c'est pour les hommes d'affaires pressés dans la rue. En fait, on se rend compte que c'est qu'un mythe, quoi. La vraie utilisation, les vrais usages mobiles des 26-35 ans, j'ai regardé un petit peu sur internet, déjà 61% l'utilisent aux toilettes, quoi. D'accord ? C'est pas trop une situation pressée. 64% les utilisent dans le lit, les 25-35 ans. Pire que ça, près de la moitié se sont déjà endormis avec le téléphone dans la main. Et il y a aussi ce phénomène de double écran, en fait. C'est-à-dire que pendant que vous êtes sur le téléphone, vous regardez par exemple la télé en fond sonore, ou vous regardez les Marseillais, etc. D'accord ? Donc, c'est plutôt ça aussi qu'il faut avoir en tête quand on conçoit une appli mobile.
Et puis, des fois, on est sur notre téléphone, on rédige un mail, et puis se passe des choses comme ça. On reçoit des appels, on reçoit des notifications, ou même quand on est sur notre téléphone, je sais pas, notre bus arrive à son arrêt de bus, d'accord ? Et on est obligé de descendre, donc on coupe ce qu'on était en train de faire. Donc au final, on se rend compte que l'utilisation du mobile, c'est pas une heure d'affilée. On va pas se dire, tiens, de 20 à 21 heures, je vais me mettre sur mon mobile, je vais traiter mes mails. Non, dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. L'utilisation du mobile, elle est en pointillé, comme disait Amélie Boucher. Elle est, elle est pas constante, elle est constamment interrompue. Alors, du coup, on a ça, on a cette situation, ce contexte, on a le format mobile qui nous oblige à des interruptions, qui nous force, qui nous contraint. Mais on a aussi, quand on doit concevoir une application mobile, prendre en compte qui est notre utilisateur, quel est son objectif final et quelle est son expertise. Là, on a deux personas, Léo 6 ans et Pierre 42 ans. C'est vraiment des stéréotypes, mais bon, c'est pour que vous compreniez. Les deux veulent faire un dessin, mais l'objectif final n'est pas le même. Léo souhaite faire un dessin pour s'amuser, pour faire son coloriage, d'accord ? C'est efficace pour lui parce qu'il y arrive. Tandis que Pierre, lui, il veut réaliser un dessin de produit dans un cadre professionnel, d'accord ? Et il a une application qui lui est dédiée, d'accord ? Grâce à cette application, ça lui permet d'aller beaucoup plus vite, donc l'efficience. Qu'est-ce qui se passe si on intervertit les applications ? On intervertit les applications et tout de suite, Léo, il va s'ennuyer, quoi. Il ne comprend pas exactement où il doit aller chercher les couleurs. Donc, il n'utilise pas les outils, il est inefficace. D'accord ? A contrario, si on met dans les mains de Pierre, 42 ans, cette application de coloriage, du coup, il va mettre beaucoup plus de temps pour réaliser un résultat qui est moyen, d'accord ? Donc, il ne va pas être efficient. Donc, la différence entre efficacité et efficience, vous la connaissez ou pas ? C'est le piège. Efficacité, c'est réaliser un objectif facilement. Efficience, c'est avec le minimum d'erreurs, le minimum de temps. Du coup, en fait, quand on conçoit une application mobile, pour cette question d'utilité, il y a deux façons de faire. Soit vous partez de la technologie, vous faites de la recherche et développement, et après vous dites, voilà, j'ai une technologie qui me permet de reconnaître la personne. Très bien. Et après, vous cherchez des secteurs d'activité. Bon, est-ce que je peux l'appliquer dans la rue ? Est-ce que je peux l'appliquer en magasin ? Est-ce que je peux l'appliquer chez soi, etc. Et vous essayez comme ça de créer une innovation d'usage. Soit vous fonctionnez à l'inverse, et vous partez de votre utilisateur, vous comprenez qui il est, vous comprenez son parcours, quels sont ses irritants, vous comprenez qu'à tel moment dans sa journée, il a quelque chose, il a une difficulté, et vous essayez de trouver la technologie qui pourrait résoudre cette difficulté-là. Donc par notamment l'IBM Design Thinking. En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le mobile, effectivement, c'est plus petit qu'un écran desktop. On ne peut pas tout mettre, hein, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais au-delà de la contrainte, c'est surtout des opportunités. C'est ce que nous dit Luc Wroblewski, qui est le papa du responsive web design, qui nous dit qu'en gros, adopter une stratégie mobile first nous permet d'embrasser toutes les opportunités que nous offre le mobile. Alors, attention, je vais vous poser une question. Qui a envie de remplir ce formulaire administratif ? Levez la main. Très bien. Ah, il y a des sadiques. Du coup, sur le web, c'est la même chose. Qui a envie de remplir cette page ? Personne. Pourtant, avec un ordinateur, c'est facile de saisir, de corriger les trucs. Ok ? Alors, qui aurait envie de remplir ce formulaire sur mobile ? D'accord ? Ça, c'était la semaine dernière sur le site Auchan Direct. Je souhaitais juste voir tout le catalogue produit d'Auchan Direct. Et dès le départ, on m'a demandé de renseigner mon adresse de livraison, etc. etc. En gros, j'ai buté 3 fois sur le formulaire, à chaque fois il y avait une erreur. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des opportunités, il existe des façons de ne pas avoir à contraindre votre utilisateur pour qu'il remplisse d'énormes champs de formulaire et qu'il s'ennuie, quoi. Notamment American Airlines, avec cet exemple. Donc là, on recherche juste un vol, d'accord ? Donc on a énormément de champs à remplir. Et en fait, du jour au lendemain, ils ont fait un redesign de ça, et ça ressemble voilà, à ça. Et c'est juste du design, en fait, parce que
les fonctionnalités sont les mêmes, les informations demandées sont les mêmes, mais la façon de les mettre en forme fait qu'on a l'impression que c'est ludique, quoi. On a envie de le faire, limite. Un autre exemple ici pour une application qui permet de créer des recherches de biens immobiliers, tout simplement en changeant les drop-downs par un autre système, donc des sliders ou des contrôles segmentés. Voilà, c'est beaucoup plus ludique, toutes les options sont visibles dès l'entrée de jeu, et voilà, c'est vraiment une nouvelle façon de faire les formulaires. Et il y a un truc hyper intéressant que dit cette dame, qui est senior vice-présidente d'IBM GBS, qui s'appelle Bridget Van Kralingen, qui nous dit que la dernière bonne expérience que quelqu'un a eue à un endroit devient le minimum que tout le monde attend partout. Alors, en gros, quand Uber est sorti, très très rapidement, tout le monde a fait du Uber. Tout le monde avait les mêmes principes de navigation à copier. Et c'est exactement la même chose pour cette application, qui vous permet de rencontrer l'amour de votre vie. Très rapidement, il y a eu la même chose pour les chiens, pour trouver d'autres chiens à proximité qui pourraient bien s'entendre avec le vôtre. Et le concept du swipe gauche, swipe droite a très, très rapidement été copié par d'autres secteurs d'activité, type pour la cuisine ou dans les jeux vidéo, avec le jeu vidéo Reigns par exemple, ou le jeu vidéo Reigns, où tout simplement la mécanique du jeu fait juste swipe gauche, swipe droite pour prendre des décisions. Alors, on a vu l'utilité. Maintenant, on a d'autres commentaires qui nous disent, par exemple, depuis la dernière mise à jour, je ne vois plus aucun commentaire sur les publications, faites vite quelque chose. Et ça nous amène à une nouvelle strate qui est la fiabilité. Si vous avez une application qui est utile, mais qui n'est pas fiable, déjà, ça se casse un petit peu la figure. Ça, c'est des captures d'écran hein, de ce que j'ai rencontré. Donc, on voit que des fois, la technologie n'est pas au point. Soit le CSS est cassé, soit on est encore sur du Flash en 2017, bien sûr, tout est normal. Soit Waze me fait une petite création artistique. Des fois même, quand on parle de fiabilité, c'est pas que la technologie, c'est aussi qu'on cherche à me tromper. Donc par exemple, j'étais en train de lire un article, et tout simplement, ça m'a redirigé vers cette page qui imite Facebook, et qui me dit que je suis... que c'est le 14e anniversaire de Facebook et que j'ai gagné un cadeau. D'accord ? Ou la même chose ici, j'avais installé un jeu, et en fait, directement, alors je ne sais pas si c'est plus sur Android ou sur iOS, mais directement, il m'a demandé comme autorisation à la première connexion s'il pouvait passer des appels téléphoniques à ma place. Pour un jeu, passer des appels à ma place, je ne vois pas trop l'intérêt. Quand on parle de fiabilité, on parle aussi de vitesse. Il y a des études de Google qui ont été faites qui nous disent qu'en gros, si votre site met plus de 10 secondes à charger, la probabilité que votre internaute quitte le site est de 123%. En gros, c'est... Voilà. Et c'est tellement un critère hyper important, on sait tous que Amazon optimise ses temps de chargement, c'est tellement un critère hyper important que cette année, Google indexe les sites mobiles en fonction de leur vitesse d'affichage, leur performance d'affichage, d'accord ? Donc, si vous avez des CSS trop longs à charger, si vous avez beaucoup de JavaScript, etc., vous risquez d'être pénalisé. Enfin, juste un cas d'exemple que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, en me baladant. Donc là, c'est une application qui s'appelle Hasard. La promesse de Hasard, c'est on te filme en face caméra, voilà, et tu peux tomber sur des gens aléatoires, très bien. Et c'est fun parce qu'on peut mettre des filtres sur sa tête, donc voilà, c'est hyper fun. Et en fait, la promesse est cool. Rencontrer des gens, etc., la promesse est cool. Sauf qu'en fait, des utilisateurs se sont plaints, quoi. Soit ils ont fait des mauvaises rencontres, hyper perverses, soit tout simplement, Eden Rose avait tombé sur un gars qui faisait juste des jeux de mots sur son nom de famille. Enfin voilà, donc la promesse est bien, dans la vie réelle, en fait, on tombe sur des lourds, quoi. Donc en fait, quand on dit fiabilité, c'est on peut avoir confiance dans l'appli, et ça passe par vraiment ces quatre axes-là, qui est on fait une promesse, on la tient, on ne fait pas une utilisation de tes données de manière malveillante, on garantit une performance d'affichage, de connexion, et on garantit aussi que tu es en sécurité sur la plateforme et que tu ne vas pas tomber sur une communauté malsaine. Ensuite, on a aussi des gens qui nous disent une ergonomie confuse, des offres pas claires, un lancement bien moyen.
Et en fait, ça nous donne la strate suivante, qui est l'utilisabilité. On en a parlé un petit peu pendant la première conférence. En fait, sur mobile, globalement, on peut tenir son mobile de plein de façons différentes. Qu'on soit en train de rédiger un mail, qu'on soit gaucher, droitier, qu'on soit dans son lit ou sur une table, etc. D'accord ? En fonction de ce qu'on fait, de notre activité, ça va conditionner ça. Globalement, il y a quand même des postures qui sont les plus fréquentes. La moitié du temps, vos utilisateurs sont à une main et la main droite, quoi, tout simplement. Alors, ça pose aussi une autre problématique, c'est que nos téléphones sont de plus en plus grands. On se rappelle tous de l'iPhone 4. Nos téléphones sont de plus en plus grands, sauf que nos doigts ne grandissent pas avec les téléphones. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Du coup, en fait, il est de plus en plus difficile d'atteindre des zones situées à l'extrémité haute de l'écran, par exemple. Alors là, c'est sur iPhone notamment, mais c'est valable pour tous les téléphones, pour Samsung aussi. Et en fait, c'est tellement un problème que des gens sont obligés de trouver des hacks. Donc sur iPhone, on peut faire descendre l'interface, vous voyez. Et en fait, en Asie, là où ils ont quand même des mains plus petites que les nôtres, il faut le dire, mais des grands téléphones, des plus grands téléphones que les nôtres, ils sont obligés d'avoir des faux pouces, en fait. Voilà. Je ne sais pas s'ils les utilisent tout le temps, mais voilà. Ce qui est intéressant aussi quand on parle d'utilisabilité, c'est de savoir dans quel domaine on s'inscrit et de respecter un petit peu les repères de notre secteur d'activité. Donc notamment là pour l'e-commerce, on remarque quand même qu'il y a un air de famille. Hein. On utilise à peu près tout le temps les mêmes codes, une barre de recherche bien visible, un logo, le panier, le compte en haut à droite, de la navigation visible dès l'entrée de jeu, des promos, etc. Ce qui est important aussi, c'est bien respecter les règles d'utilisabilité, les règles de conception de la plateforme, et ça rejoint un petit peu la conf précédente, vos devs vous diront merci, quoi. Évidemment, il y a des applications qui se basent vraiment à la lettre. Ils se disent, bah tiens, Material, on peut faire ça, et ben, on va faire exactement comme Material nous dit, et voilà. Et ça marche très bien, hein, mais du coup, on est obligé d'adapter l'interface, que ce soit sur Android, sur iOS. On peut remarquer notamment les boutons flottants de ce style-là sur Android. Sur iOS, on a d'autres fonctionnalités typiques. Mais on peut tout simplement, si vraiment on a le poids, imposer notre propre façon de naviguer sur Uber, par exemple. C'est ni vraiment iOS, ni vraiment Android. Après, on parle toujours, quand on parle d'applications mobiles, de Burger Icon. C'est un sujet qui revient hyper fréquemment. On va trancher ce soir le débat une fois pour toutes. Sans parler de Burger Icon, juste cet exemple est hyper frappant. Avant, on avait en fait sur cette application qui permet de voter est-ce que tu préfères tel film ou tel film, on avait une navigation qui se faisait ici de façon hyper visible. On avait les 3 onglets. Du jour au lendemain, ils ont décidé, pour alléger peut-être, d'avoir un menu déroulant. Et en fait, ils se sont rendus compte que juste avec en changeant ça, ils ont perdu énormément d'engagement de la part des utilisateurs. En gros, les utilisateurs n'allaient plus sur les autres onglets. D'accord ? Il y en a qui ont aussi testé donc, de passer d'onglet à un menu sur le côté, un menu burger. Ils ont aussi tout de suite essuyé les pots cassés, hein, donc avec une fréquence d'utilisation qui a été divisée par 2, etc. Il y a d'autres acteurs qui sont plus intelligents que ça et qui du coup passent du menu burger à une menu tab bar, notamment Netflix. Mais sur le web responsive, c'est pas encore le cas, quoi. Ça n'existe pas encore les tab bars, ce qui fait que tout le monde utilise ce menu burger. Alors ça a été pris il y a 2 ans, ça c'est cette année. On remarque qu'il n'y a pas trop de changements, ils restent quand même sur leur conviction. Auchan quand même s'est dit, il ne clique vraiment pas sur notre menu burger, on va mettre un rond autour, quoi. Alors juste si on retrace un petit peu un grand acteur qui est Facebook. À la base, Facebook, quand ils sont sortis en 2011, leur premier écran, c'était moi ce que j'appelle un écran en calculette. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette version-là, hein, mais si vous êtes assez vieux. Mais en gros, d'entrée de jeu, on avait juste les différentes options de navigation. Clairement, ça apporte pas grand-chose. Hein. C'est un écran qui bouge pas. Après, ils se sont dit, bon, quand même, notre cœur, c'est le flux d'actualité, quoi. C'est pour montrer qu'il y a de l'activité de la part de vos amis. Donc, on va d'abord faire arriver sur le flux et mettre un menu burger pour aller sur les autres options de navigation. Et en fait, en passant du menu burger à une tab bar, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus d'engagement, plus de satisfaction,
qu'en plus les gens voyaient plus les pubs sur les différents onglets, voilà, donc c'était carrément mieux. Et en fait, ça marche tellement bien que depuis 2013, ils n'ont pas trop changé, quoi. Ils restent quand même sur une table barre. Sauf que Facebook, ils sont plus intelligents que les autres, ils sont plus intelligents que nous, et ils ont décidé de tester plein de versions de la table barre, quoi. En gros, ils ont fait un test là cette année. Donc Luc Wroblewski a créé une sorte de thread sur Twitter pour demander prenez des captures d'écran de votre application Facebook. Ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait tellement de versions différentes, les icônes sont différentes, les options sont différentes. En gros, si vous êtes inscrit par exemple sur des groupes de partage ou d'achat de type Le Bon Coin, mais sur Facebook, eh ben, vous aurez beaucoup de chances d'avoir une sorte de marketplace. Si vous regardez beaucoup de vidéos, vous êtes abonné à des pages de vidéos, vous aurez un onglet vidéo. Enfin, voilà. En gros, ils vont personnaliser en fonction de vos goûts. Ensuite, on a des gens qui nous disent « L'appli précédente était agréable à utiliser, la charte graphique de la nouvelle est d'un mauvais goût sans nom, pourquoi gaspiller de l'argent pour un résultat inférieur à la version précédente ?» Ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de commentaires. Et en fait, on arrive à la strate mémorable ou agréable. Juste un autre cas d'exemple, ici on avait Snapchat qui a fait son redesign en janvier. Je ne sais pas si vous utilisez souvent Snapchat, ou si vous l'aviez utilisé, mais en gros, une fois qu'ils ont fait leur redesign, ça n'a pas du tout plu à la communauté. Mais alors pas du tout. À tel point que, bon, je ne vais pas vous lire vos commentaires, mais par exemple celui-là qui dit « Cette nuit j'ai rêvé que Snapchat remettait l'ancienne version ». D'accord ? Ça a tellement été un tollé qu'il y a même une pétition sur change.org, remettez-nous l'ancienne version, quoi, avec 1 200 000 signatures. C'est quand même énorme. Snapchat, quand ils ont vu ça, ils ont dit mais les gens ils vont s'y habituer, c'est juste le temps de se mettre dans la nouvelle version, vous inquiétez pas. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas du tout habitués. La presse titre Paris perdu, Snapchat est en train de perdre la guerre face à Instagram. En gros, si on reprend juste les chiffres, voilà, au jour d'aujourd'hui, Snapchat n'augmente plus du tout. Les stories Instagram sont en pleine progression et ont 2 fois plus d'utilisateurs. Voilà. Après, rien n'est plié, hein, il peut y avoir des changements sur les prochains mois. Et du coup, ça nous pose quand même la question de comment on peut construire des expériences qui soient en phase avec ce que les utilisateurs attendent en termes d'émotionnel. En fait, voilà, si vous avez déjà regardé un peu ce que c'était les émotions des utilisateurs, il y a plusieurs représentations qui sont possibles, notamment là c'est plus chic. En gros, déjà si l'émotion c'est de la tristesse, nous, notre but en tant que concepteur, designer, ça va être d'aider, compatir, épauler. Donc par exemple, tu n'as pas d'amis, active tes contacts. Personne n'a matché avec toi, continue à swiper. Tu as perdu ton enchère, ne t'inquiète pas, il y en a d'autres. Voilà, donc, on sait que l'utilisateur est dans une émotion plutôt triste et on va essayer de lui trouver des solutions. Il y a aussi l'émotion d'étonnement, donc c'est quand le comportement n'est pas du tout celui qu'on avait prévu à la base. Donc par exemple, c'est typique une page 404. Le but c'est quand même de laisser le contrôle à l'utilisateur, c'est-à-dire de rattraper là où il en était, mais aussi d'essayer de transformer ça en positif, donc voilà, avec un petit thème Star Wars. Il y a eu aussi cette année pas mal de sites qui se sont mis en règle avec les RGPD. Donc là où avant ils utilisaient par exemple, donc là c'est Google, là où avant ils utilisaient votre tête pour la monétisation, pour reconnaître votre tête sur les photos et pour après faire des choses, ils ont été obligés de vous le demander du jour au lendemain, d'accord ? Du coup, c'est quand même un petit peu piégeux de leur part, mais ils se sont dit, on va essayer de tourner ça en positif. Donc en fait, on est en train de nous dire, mais oui, mais c'est une nouvelle technologie, on va reconnaître ta tête, et comme ça va te faire des belles photos, des belles vidéos, etc. Voilà. Des fois, l'émotion, c'est la colère. Qu'on soit bloqué par Donald Trump ou qu'on ait choisi le mauvais produit sur Amazon, l'idée, c'est de donner les moyens de comprendre l'utilisateur et laisser s'exprimer. Donc notamment sur Amazon, c'est pas juste on retourne un article, on a le droit de dire pourquoi on le retourne, et ça change rien, ils vont quand même vous le reprendre, peu importe la raison. Il y a aussi des fois la peur, ça se passe notamment sur les tunnels de paiement. Votre utilisateur a peur de sortir sa carte bleue,
hein, parce que derrière il y a un débit, mais peut-être aussi parce que derrière il ne connaît pas assez votre site. Il se dit où est-ce que je vais mettre mes identifiants, etc. Est-ce que ça ne va pas être utilisé de façon malveillante? Nous, en tant que designer, on est là pour justement le rassurer. Donc c'est un peu différent de la tristesse, hein. Là c'est vraiment la peur, donc on est là pour le rassurer, et notamment les pictos de réassurance. On lui dit mais t'inquiète pas, la livraison est gratuite, c'est sécurisé, si ça te plaît pas tu seras remboursé, etc. Il y a aussi des applications ici, par exemple pour apprendre le japonais. On va essayer de le rassurer en disant t'inquiète pas, t'as encore beaucoup d'efforts à apprendre le japonais, hein, ça prend pas une semaine, mais t'as déjà fait ton taf pour aujourd'hui, quoi. T'as déjà appris 5 mots, donc on le rassure. Enfin, et ça c'est l'émotion hein, qu'il faut absolument éviter dans nos applications, c'est le dégoût quand même. Si votre utilisateur ressent une émotion de dégoût, c'est que vous avez tout raté, globalement. Mais ça arrive. Notamment ici par exemple, je ne sais pas si vous regardez des fois vos spams sur Gmail, vous tombez sur des trucs assez crus, d'accord? Ou sur Twitter, il y a sur Twitter une certaine communauté qui est très malveillante, qui va vous troller, qui va être très négative. L'idée, c'est qu'on va pouvoir reporter ces gens-là. Si un compte est suffisamment reporté, il va être banni. D'accord ? Donc l'idée, c'est de laisser le système s'auto-réguler, ou de permettre à la communauté de réguler le système, pour justement éviter au maximum qu'il y ait ce dégoût. Enfin, l'émotion joie. Alors quand votre utilisateur rencontre de la joie, c'est bien, mais il ne faut pas que vous arrêtiez là. Non, non, non. Il faut que vous lui poussiez à partager cette joie. D'accord ? Il ne faut pas qu'il reste juste sur sa joie tout seul. Non, non, il faut vraiment qu'il partage à ses amis, à sa famille. Donc c'est notamment ce que Facebook vous fait tous les ans, et vous allez l'avoir aussi en cette fin d'année, c'est votre année en vidéo. Il va vous reprendre vos photos les plus likées et il va vous dire partage-la à tes amis. C'est aussi par exemple quand on est sur Airbnb et qu'on vient de faire une réservation, on va pouvoir tout simplement avoir un coupon d'achat et partager à quelqu'un d'autre qui va aussi bénéficier de l'argent en fait. Donc c'est encore plus cool. Ou dans ce jeu où on nous dit bah voilà, t'as battu ton rival, n'hésite pas à partager que t'as gagné 5 points d'expérience. C'est vraiment énorme. De toutes ces émotions-là, surtout en tant que designer, l'idée c'est de les mapper, quoi. C'est de savoir par quoi passe votre utilisateur, par quelles émotions, à quel moment de la journée, à quel moment de l'utilisation de votre produit, pour agir dessus. Donc là, j'ai pris un exemple où effectivement, on va surtout analyser en termes de valence. Donc valence, c'est positif, négatif, neutre, enfin voilà, quel degré. Et de pouvoir agir, hein, c'est ce que je disais aussi tout au début de la presse, quand votre utilisateur est en phase négative, il faut corriger le tir, et quand il est plutôt en phase positive, l'accompagner. Voilà, donc c'est quoi la suite? Je vous ai parlé d'une pyramide, est-ce que vous l'avez vu la pyramide? Pas du tout. En fait, on a ces 4 strates-là qui sont hyper importantes, qui correspondent à ce que attend notre utilisateur. Tout ça, ça fait partie de l'expérience. Et en fait, la pyramide, elle est là, quoi. C'est vraiment ça le plus important. Alors, pour ceux qui sont un peu cultivés, vous aurez reconnu la pyramide de Maslow. Pour ceux qui sont encore plus cultivés, vous aurez reconnu la pyramide des besoins utilisateurs par Aaron Walter. L'idée, en fait, c'est que quand vous concevez une application, les phases du bas sont les plus critiques. D'accord ? Mais ce qui ne veut pas dire que la phase du bas doit être complètement remplie pour passer à la phase suivante. Je vous laisse réfléchir à ça, on y revient après. La phase utilité, l'idée c'est que l'utilisateur trouve dans l'application la capacité de réaliser une de ses tâches. Et évidemment, s'il ne trouve aucun intérêt dans votre application, il ne va même pas l'utiliser, même pas l'installer. Tout ça, ça passe par de la recherche, du design thinking, de la viabilité aussi au niveau business, pour s'assurer que c'est bon. La phase la strate de fiabilité, l'utilisateur se sent en confiance, c'était vraiment ça le mot à retenir sur la fiabilité, c'était la confiance lors de son parcours. Ça va se baser vraiment sur les technologies qu'on peut mettre dedans, donc soyez proche de vos développeurs, hein, si j'ai bien retenu les presses d'avant. Développement et la sécurité. L'utilisabilité, évidemment, c'est que l'utilisateur puisse rencontrer son objectif, donc ça va partir sur l'ergonomie des habitudes de navigation. Et enfin, la strate la plus haute, c'est la mémorabilité, l'agréabilité, voire la désirabilité même. L'idée, c'est que l'utilisateur ressente un haut niveau de satisfaction, et ça passe par le design émotionnel.
Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, surtout dans les boîtes informatiques, on avait tendance jusqu'à maintenant à créer des MVP, minimum viable product. C'est de se dire, ben voilà, pour aller le plus vite possible sur le marché, on va créer que la phase du bas, c'est-à-dire l'utilité. On va s'assurer qu'on crée un maximum de fonctionnalités en un minimum de temps qui apporte le plus possible de valeur business et de valeur business, en fait, pas de valeur utilisateur. Et en fait, là, on est en train d'évoluer quand même sur un modèle où l'idée, c'est pas de faire que la strate du bas, quoi. C'est vraiment de faire toutes les strates, pas en entier, mais au moins toutes les strates. Pourquoi? Parce que dès que vous allez partir sur le marché, votre utilisateur va pouvoir un minimum aimer votre application, quoi. C'est pas juste « ok, ça fonctionne, c'est utile », c'est « ok, ça fonctionne, c'est fiable, c'est pratique, et je m'en souviens. J'ai une utilisation qui était agréable ». Voilà, le MLP, ce Minimum Lovable Product, il est surtout utile dans un secteur concurrentiel. Clairement, quand Facebook s'est lancé, je ne sais pas si vous avez vu la première homepage de Facebook, il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de MLP, hein, c'est du MVP, clairement. Si vous savez qu'il n'y aura pas d'itération rapide de votre produit, partez tout de suite sur un minimum de ces différentes strates. Et surtout, et je pense que là ça s'applique à tous les produits, si vous souhaitez un minimum de satisfaction utilisateur. Voilà. Juste en conclusion de tout ça, je voudrais vous dire que ce n'est pas juste une pyramide. Derrière tout ce qu'on conçoit, c'est des vrais moments de vie pour vos utilisateurs. Donc prenez-les en compte un maximum. Merci à vous.